Salut, bienvenue dans Face à Pierrot, avec d'abord un immense remerciement puisque nous avons dépassé pour la première fois les 300 questions. Alors évidemment, je peux pas non plus en prendre le double parce que sinon ça durerait 3 heures et ce serait indigeste. Donc il y a de moins en moins d'élus, donc ne m'en veuillez pas. La première question de la semaine est de Guigui Lecomte. Quel regard as-tu sur le poste de gardien de but, son évolution et ce qu'il est aujourd'hui? As-tu déjà des anecdotes à partager avec des gardiens de but dont le mindset est réputé à part? Là, moi, quand on me parle de gardien de but avec mindset à part, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Fabien Barthez, qui a été un grand copain. Je dis qui a été parce que, voilà, on n'habite pas dans la même région, on est loin l'un de l'autre, et puis aujourd'hui, il fait plus de la course automobile. Mais c'était vraiment un mec totalement à part, avec une manière de fonctionner vraiment très personnelle, une façon d'être un gardien très personnel aussi, faut dire ce qui est. Et je me souviens que lorsqu'il jouait à Manchester, après les matchs, il nous préparait à manger chez lui, avec Laurent Blanc. Et je me souviens d'une fois où il y avait Francis Lalanne à table, et il voulait nous faire un concert privé, et on a passé la soirée à lui planquer sa guitare. C'est des bons souvenirs. C'est pas très technique, mais c'est un bon souvenir. Alioun 680 me dit: on a remarqué depuis quelques mois, Cyril Hanouna est parti en guerre contre Mbappé et son image. Comprends-tu pourquoi il fait ça? Penses-tu que le PSG est derrière cela quand on sait qu'Hanouna est ami avec Nasser? Je ne sais pas, mais la question mérite d'être posée. Surtout que, mis à part la LFI, c'est quand même assez rare de voir Cyril s'acharner comme ça sur quelqu'un. Je vois pas bien ce qu'il lui a fait. Il est évident que s'il n'a qu'un son de cloche, c'est celui de Nasser. C'est un petit peu compliqué. Les infos qui sortent dans son émission, pour celles que je vois, me paraissent sujettes à caution sur beaucoup. Mais oui, pour tout dire, je trouve ça un petit peu décevant et pas très professionnel. Question de Renaud PDH. Quel est ton avis sur les prochaines élections de la FFF entre la liste de Philippe Diallo, dans laquelle figure ton meilleur ami Marc Keller, et Samsonov? As-tu un candidat favori? Si oui, pourquoi? Non, j'ai pas de candidat favori, et même si Marc est sur la liste de Philippe Diallo, en fait Marc est sur la liste de Diallo parce que Diallo a succédé à Le Gret, avec lequel Marc avait vraiment pour le coup de vraies attaches. J'avoue que je sais pas trop quoi penser de Philippe Diallo, qui est un personnage affable, en un mot, pas en deux, et qui me semble peu équipé pour occuper un poste où il y a quand même besoin parfois de taper du poing sur la table. Je veux dire, vouloir être président de la Fédération française de foot et être perpétuellement dans le consensus me paraît pas forcément l'idée du siècle. Et c'est pas parce que Marc est dans sa liste que je soutiens plus Diallo que Samsonov, qui est pour moi d'ailleurs un illustre inconnu. Et voilà. Et la seule chose qui m'étonne, c'est que ce poste ne suscite pas plus de convoitises de gens plus haut placés et à plus haute réputation dans le football. Tyrone Lannister 5837 me dit: j'avais une question concernant le Stade Rennais. Penses-tu que le club est en situation précaire malgré une victoire face à Saint-Étienne? Ça paraît difficile sans un recrutement hivernal. Oui, je pense que Saint-Étienne était tellement faible que c'est difficile de tirer des conclusions définitives de la victoire de Rennes contre les Verts. J'avoue qu'il y a trop de joueurs dans cette équipe où on se demande un peu ce qu'ils font là. J'ai beaucoup de mal avec cette refonte totale de l'effectif breton, avec beaucoup de joueurs français de très bonne valeur qui sont partis. Bon, on sait tous pourquoi ils sont partis, ils supportaient plus tout Stéphane. Mais le recrutement de Massara avec beaucoup de joueurs étrangers, de clubs obscurs, avec des réputations aussi obscures. Il y en a quelques-uns qui jouent jamais. Voilà, je trouve ça très très inquiétant, et les Pinots qui sont d'ordinaire si interventionnistes dans leur club, je comprends pas qu'ils aient laissé faire ça.
Ra9997 me dit: pensez-vous que Didier Deschamps a eu une influence dans le départ de Laurent Blanc à la tête des Bleus en 2012? La seule influence que Didier a eue, c'est qu'il était candidat. La vraie influence, c'est Noël Le Graët qui ne supportait pas Laurent Blanc pour une raison très simple, c'est que Laurent Blanc répondait pas au téléphone. C'est vrai que Laurent Blanc et le téléphone, ça fait 12. Et voilà, donc à partir du moment où le président de la Fédé n'a pas confiance en son sélectionneur, il est évident qu'il va changer. Et Didier était candidat, mais je crois pas qu'il ait plus que ça comploté, et surtout qu'il ait eu la possibilité, et encore moins le besoin, de comploter. David Vercoutre me dit: que penses-tu de l'explosion de l'IPTV et ne peut pas-t-on craindre une refonte totale de l'audiovisuel et qu'à terme on assiste à la fin de la télévision payante et des plateformes? C'est effectivement un grand problème. Alors, je vais répéter une nouvelle fois ma position sur l'IPTV. Je comprends que des gens qui aient des faibles moyens préfèrent payer 50 ou 60 balles par an pour avoir tous les bouquets plutôt que d'avoir 140 € par mois à payer. Je pense que le calcul mathématique, il est implacable à ce niveau-là. Il n'en demeure pas moins que ça reste du vol et qu'on ne peut pas demander au club de foot de faire des bons recrutements, mais aussi au cinéma d'avoir des beaux budgets pour faire des beaux films, si il n'y a pas d'économie qui est faite autour, qui fait que il n'y a pas d'argent qui rentre. Je veux dire, encore, le cinéma, t'as encore les recettes en salle, mais bon, on sait que les recettes en salle, depuis le Covid, elles ont pris quand même un coup assez phénoménal dans la tronche. Donc le problème, il est là. Le problème, c'est que l'IPTV, c'est pas bien, mais que j'ai l'impression que on peut difficilement faire autrement aujourd'hui, à part lutter. Mais bon, je pense que dans ce genre de lutte, t'as toujours 2 ou 3 métros de retard. Mais c'est vrai que ça pose problème quand on voit les chiffres, par exemple, du piratage sur Marseille PSG. Évidemment, mais j'ai une question là-dessus plus tard. Je pense effectivement que c'est un gros problème. Mathieu WQE me dit: d'après les rumeurs du jour, certains joueurs du PSG sont en tension avec Enrique. Est-ce la faute à une exigence de jeu élevée ou bien simplement une lassitude des joueurs? On va voir autre chose de plus problématique. Alors, j'ai pas d'infos, mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné qu'il y ait des tensions. Je suis pas étonné que Donnarumma soit pas content de pas avoir joué à Munich. Je suis pas étonné que Dembélé soit pas content d'avoir été évincé à Arsenal. Je suis pas étonné que Kolo Muani puisse plus supporter Enrique. Je suis pas étonné que Fabien Ruiz soit pas content de son sort. Donc voilà, le management de Luis Enrique, il est ce qu'il est. Il est hautement directif. Alors, tu peux être très autoritaire avec ton groupe et lui laisser une certaine liberté sur le terrain. Sauf que là, c'est autoritaire la semaine et dictatorial sur le terrain. Tu vois un PSG qui ne joue jamais long, tu vois un PSG où il y a des zones de jeu où il n'y a jamais une prise de risque. Et je pense très sincèrement qu'au bout d'un moment, vous savez, la mentalité d'un joueur de foot, elle est simple. Quels que soient les desiderata de l'entraîneur, on joue tous derrière où on a un cadre tactique extrêmement rigide. Si tu gagnes, si ça marche, si les résultats sont bons, tout passe. Le jour où ça marche moins, les joueurs commencent à se dire « ouais mais là on s'emmerde, là c'est trop autoritariste, là ça va plus ». Et je pense que ce qui arrive en ce moment avec Enrique, notamment les résultats en Ligue des Champions, et c'est la même chose, je veux dire, regardez Nantes, ils ont fait un très bon résultat au Parc, en jouant tous derrière. Là, je suis certain que t'as pas un joueur de Nantes qui se dit « ouais, mais bon, on s'est fait chier à défendre pendant 90 minutes. » Mais le jour où tu vas perdre en défendant, là, ça va devenir une autre histoire. Et c'est ça le problème un petit peu des entraîneurs aux conceptions extrêmement rigides, c'est que tant que les résultats sont là, ils ont le soutien de leur groupe. Dès que les résultats sont plus là, les joueurs, ils reprennent leur bille et ils commencent à dire « ouais, mais bon, moi,
Enfin, je peux pas imaginer qu'un Ousmane Dembélé soit heureux avec Enrique en ce moment. David Vercoutre encore me dit, tu es un ami de Marc Keller. As-tu connu Frédéric Johansen qui nous a quittés il y a plus de 30 ans et que pensais-tu de ce joueur? Fred, là, tu me tapes dans le cœur là quand tu m'évoques Fred, parce que j'ai vécu quasiment en direct sa mort, même si ce soir-là j'étais à Caen pour suivre Caen-Strasbourg et que Fred s'est tué dans l'après-midi au volant dans la forêt où il était. Et en fait, il faut savoir que après ce match, Caen-Strasbourg, et le lendemain, il y avait Mulhouse jouait en Coupe de France à la Méno, et qu'après ce match, c'était les congés d'hiver, et que Fred et Marc devaient venir 4-5 jours à Paris, à la maison, sortir, passer du temps avec moi et tout. Et en fait, Maxilde, avant le match, est venu m'annoncer la mort de Fred, en me disant évidemment qu'il l'avait caché à Marc. Et à la fin du match, Strasbourg avait perdu 3-0, Gilbert Grèce répondait aux journalistes. Et à un moment donné, je lui ai dit, coach, il faut aller le dire à Marc, parce que les journalistes sont tous au courant, il y en a un qui va gaffer, et ça n'a pas loupé, il y en a un qui s'est planté devant Marc Keller, il lui a dit, quelle est votre réaction face à la mort de Fred Johansen? Et je me souviens être allé ramasser Marc, qui était accroupi dans la douche, en train de pleurer. Et voilà, on a passé la nuit au téléphone, et ouais, c'est un moment douloureux. En plus, Fred était un joueur extrêmement prometteur. C'était un petit meneur de jeu, mais avec un caractère énorme, voire épouvantable. Et il était en équipe de France Espoir avec Zidane, avec Dugarry. Et croyez-moi, le patron de l'équipe, c'était lui. C'était une grande perte pour le football français et encore plus une grande perte pour Marc et moi. Merci de m'avoir fait raconter cette anecdote qui, encore 30 ans après, me pèse. Yamin Sali me dit, Neymar, depuis qu'il a quitté le PSG, a été très vite blessé, a disparu avec sa blessure. On parle d'un retour de Neymar au Brésil. Je voudrais avoir ton avis sur Neymar. Aujourd'hui, Neymar a-t-il un avenir encore dans le foot en Europe? Neymar, il s'est fait les croisés, qui arrive après une opération de la cheville. Donc c'était sûr que ça fait quasiment maintenant 2 ans sans jouer. Il est revenu, il a eu un pépin musculaire, ce qui est quasiment inévitable pour n'importe quel joueur lorsque tu reviens après une aussi longue inactivité. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que Neymar me manque. Son départ du PSG a fait comme une cassure pour moi, parce que quand il était au PSG, je me mettais devant la télé pour voir les matchs de Paris avec joie. J'étais heureux de voir ce joueur si créatif, si inventif, exceptionnellement rare dans le foot d'aujourd'hui. Alors il n'était pas toujours au top, mais ne serait-ce que sa première année quand il est arrivé au PSG, c'était absolument démoniaque et exceptionnel. Je sais pas quel est son avenir, il a entre guillemets que 32 ans, forcément une certaine fraîcheur avec ses années sans jouer. Tout est une question de volonté. Il a l'air maintenant, il a eu une petite fille avec Bruna Biancardi. Ils ont l'air, après avoir rompu, de s'être remis en couple ensemble. Peut-être qu'il a une meilleure stabilité de vie avec ça. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il rejoue au Brésil, qu'il rejoue avec l'équipe du Brésil et qu'il puisse encore nous enchanter, même si c'est de façon plus sporadique, bien sûr. En France, on a beaucoup concentré les commentaires sur Neymar, sur son hygiène de vie, sur ses blessures, et pas suffisamment sur le joueur exceptionnel et assez incroyable qu'il était. Et très franchement, quand on me le compare avec Mbappé, j'ai envie de dire, mais sérieusement, quoi. Neymar, il est là, Mbappé, il est là, quoi. Mais bon, bref. Alors, comment il s'appelle, lui Wagner, quelque chose. J'ai coupé le nom, comme un crétin. Tu dis ne pas trop aimer la tactique possession avant tout d'Enrique. Était-ce également le cas pour le Barça de Guardiola et la Rora del Bosque, sans l'extraterrestre Messi, qui concernait pourtant des équipes quasi injouables à l'époque? La tactique, que ce soit la possession, la contre-attaque, elle n'existe que par les joueurs qui l'animent. Et forcément,
quand t'as un milieu de terrain, pour parler de l'équipe d'Espagne, mais d'ailleurs pour parler du Barça aussi, puisque c'est le même, Busquets, Iniesta, Xavi, forcément tout devient plus simple, tout devient plus limpide, tout devient plus cohérent, tout devient plus offensif, tout devient plus créatif, tout devient plus rationnel. Et il est évident que tu mets le PSG avec Busquets, Xavi et Iniesta à la place de Ruiz, Zahir Emery et Vitinha ou même Neves, il est évident que c'est pas le même PSG, c'est pas la même animation, et que même avec les mêmes attaquants, leur approvisionnement ne sera pas le même. Ce que je comprends pas, c'est que je pense que le PSG a des joueurs de rupture, notamment avec Barcola et Dembélé, et que dans la tactique d'Enrique, leurs qualités sont complètement, voire même Kolo Muani, et qu'avec la tactique d'Enrique, ben ces joueurs-là sont cadenassés, verrouillés, et je trouve ça très dommage. Tout ça parce que Enrique est arrivé avec sa tactique au chausse-pied et qui veut pas en démordre.